En 1976, un étudiant de l'université A&M du Texas s'est vu confier une tâche simple, nourrir les serpents. Pensant que le type de rongeur que les prédateurs mangeaient n'avait pas d'importance, l'étudiant a donné à un crotal diamantin le premier rat qu'il a trouvé. Mais malgré une morsure fulgurante, le rat est resté assis là comme si de rien n'était. Il a vraiment eu beaucoup de chance. Je parle du serpent, car une rencontre avec ce rongeur aurait pu lui être fatale. Que font les scientifiques quand ils tombent sur quelque chose d'inhabituel? Ils reproduisent le phénomène à l'aide d'une expérience de laboratoire, bien sûr. Ils ont donc à nouveau placé des rongeurs, des individus du genre Neotoma, à côté de serpents, et ils ont découvert que ces petits animaux à fourrure ne sont pas seulement immunisés contre le venin des crotales. Les rats Neotoma ne s'arrêtaient pas là. Parfois, ils se défendaient en griffant et en mordant les serpents jusqu'à la mort. Pour ces rongeurs, l'immunité au venin de serpent est comme une trousse de premier secours dans une voiture. On espère ne jamais en avoir besoin, mais quand la situation le réclame, ça peut nous sauver la vie. Mais contrairement à une trousse de premier secours, l'immunité au venin a un inconvénient. C'est vrai, le coût de certains médicaments semble parfois trop élevé, mais pour immuniser son corps contre le venin, il faut carrément mourir. Quand on y réfléchit, c'est pas si absurde que ça. De petites doses de toxines injectées dans le corps humain lui apprennent progressivement à y résister jusqu'à ce que la toxine ne fasse plus effet. Mais les animaux ne peuvent pas traire un serpent pour se faire une injection, ni appeler les services d'urgence en cas de problème. Ils ont besoin de développer une immunité progressivement, de génération en génération. C'est ainsi que fonctionne la sélection naturelle. Si on survit à l'attaque d'un serpent venimeux, nous et notre progéniture aurons un avantage. Bienvenue au niveau supérieur. Cependant, il existe un moyen plus facile, littéralement un code de triche dans un monde plein de serpents. Manger des insectes venimeux, comme le font les dendrobates, qui sont considérés comme l'un des animaux les plus venimeux de la planète. Cela dit, le secret de leurs toxines incroyablement puissantes réside uniquement dans leur régime alimentaire. Les scientifiques pensent que le poison des dendrobates provient de certains des arthropodes et insectes qu'elles chassent. Les insectes accumulent du poison pour se défendre qu'ils obtiennent des plantes. Plantes qui, très probablement, sont aussi devenues toxiques pour se protéger. J'ai l'impression que ça ne fonctionne pas vraiment. Mais les dendrobates bénéficient d'une excellente protection et la plupart des serpents ne prennent pas le risque de s'y attaquer. La plupart, mais pas tous. Certains prédateurs ont appris à résister aux toxines, comme le serpent Erythrolamprus epinephelus, dont le nom ressemble à un sort de la saga Harry Potter. En fait, on dirait que l'évolution a plus tendance à fournir une immunité aux prédateurs qu'à leur proie. C'est pas juste, mais peut-être que ça a du sens. Ok, bien sûr que ça a du sens, comme à peu près tout ce que fait l'évolution. Les prédateurs qui mangent des animaux venimeux finissent par ne plus les percevoir comme quelque chose de dangereux. C'est comme avec une sauce piquante. La première fois qu'on en mange, elle nous fait pleurer et suffoquer. Mais si on en mange tout le temps, notre corps s'adapte. Je pense que c'est comme ça que Erythrolamprus epinephelus a appris à manger des dendrobates, que les dendrobates ont appris à manger des insectes venimeux. Enfin, vous voyez l'idée. Lorsqu'en plus de l'immunité au poison, on obtient le poison lui-même, c'est 2 fois plus rentable pour l'animal. Le serpent Rhabdophis tigrinus mange des crapauds venimeux pour se protéger des prédateurs plus grands. Je serais pas surpris d'apprendre que les crapauds volent leur poison à des fourmis. Maintenant, imaginez Rhabdophis tigrinus attaquant un humain en utilisant de la toxine de fourmi. Ça, c'est une revanche élaborée. Ça, c'est pour la terre, humain. Mais les serpents ont un ennemi inattendu, eux-mêmes. Ils sont incroyablement cool, dangereux, rapides. Mais même eux peuvent parfois se tromper et se mordre eux-mêmes au lieu de leur proie. Vous vous êtes déjà mordu la lèvre, la joue ou la langue en mangeant. C'est probablement arrivé à tout le monde. Maintenant, imaginez si chacune de vos morsures était venimeuse. Il y aurait de quoi être nerveux. Apparemment, les serpents s'en sont aussi rendus compte et ils ont développé une immunité à leur propre venin. Une seule morsure accidentelle ne leur ferait rien. Il en faudrait plusieurs pour que le venin injecté commence à causer des problèmes. En fait, il faudrait une dose vraiment énorme. De nombreux serpents de la même espèce se mordent les uns les autres quand ils se croisent. Et si l'évolution n'avait pas trouvé de solution, il n'y aurait plus de serpents du tout. Vous vous dites peut-être que tous ces moyens de lutter contre les serpents sont trop compliqués et prennent trop de temps. Certains nécessitent la mort de plusieurs générations d'individus, alors il existe peut-être quelque chose de moins désagréable. Après tout, il existe bien les mangoustes.
On peut pas juste les prendre et, je sais pas, extraire de leur sang un antidote universel qui protégera à jamais tous les humains des morsures de serpents? Malheureusement, les mangoustes ne veulent pas partager leurs secrets. Au lieu d'avoir du sang anti-venin, les mangoustes possèdent des mutations sur leurs cellules mêmes qui bloquent les neurotoxines des serpents comme un chewing-gum dans un trou de serrure. Et ces mutations ne sont pas transférables à l'homme. On pourrait peut-être utiliser le génie génétique, mais à ce moment-là, il faudrait y aller à fond. Il existe beaucoup d'autres capacités intéressantes qu'on pourrait emprunter aux animaux. La capacité de se fondre dans l'environnement, comme les caméléons, celle de voir la nuit, comme les chats. On pourrait même vouloir communiquer par ultrasons, comme les baleines. Mais modifier les gènes humains, en particulier ajouter quelque chose qu'on a emprunté aux animaux, est très difficile et dangereux. Certains scientifiques considèrent que c'est contraire à l'éthique, et de nombreux pays interdisent d'ailleurs les modifications génétiques. En fait, ces craintes sont justifiées. Il s'agit d'embryons humains et personne ne sait quelles en seront les conséquences. On créera peut-être des surhommes, mais peut-être que les sujets de test mourront tout simplement. Il n'y a aucune certitude. Même les expériences sur les animaux, qui sont considérées comme réussies, donnent des résultats plutôt étranges. J'ai déjà parlé des chèvres araignées dans une vidéo, un produit exceptionnel du génie génétique, bien qu'elles ne sachent ni tisser des toiles, ni grimper au mur. Pour être honnête, ces chèvres ont l'air tout à fait ordinaires. Les scientifiques ont simplement pris un gène qui code la production de soie et l'ont inséré dans l'ADN responsable de la production de lait. Donc, si on trait une chèvre araignée, on peut obtenir beaucoup de lait plein de protéines de soie d'araignée, puis faire une toile laiteuse. Bon sang, c'est n'importe quoi. Cependant, on peut extraire une fibre de soie d'araignée du lait, l'enrouler sur une bobine et à l'avenir, on espère établir une production de masse. Et ça, c'est une expérience réussie. Imaginez que quelqu'un ait décidé de mélanger les gènes de l'homme et de l'anguille électrique, mais qu'il ait échoué. Il voulait créer Electro, mais à la place, il a obtenu ça. Oh, aïe, 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 oh. Ok, j'ai compris. On n'obtiendra pas d'immunité génétique grâce au venin. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre contre les serpents? Eh bien, on peut seulement se transformer en le serpent lui-même, ou du moins essayer. La pieuvre mimétique fait ça très bien. Selon la situation, elle peut se faire passer pour le modeste poisson Solectis heterorhinos ou pour le cobra de mer, un serpent très venimeux. La pieuvre enfonce 6 bras dans un trou, sort les 2 autres et les déplace lentement. Ça ressemble vraiment à un cobra de mer. Qui oserait se frotter à un serpent venimeux? Même les serpents eux-mêmes ne veulent pas. Oui, en théorie, un tel déguisement fonctionnerait contre un vrai cobra de mer. Bien que le cannibalisme soit courant chez de nombreuses espèces, ça ne signifie pas qu'un serpent en attaque instantanément un autre lorsqu'il le rencontre. Si la situation n'est pas critique, et s'il ne s'agit pas de se battre pour une femelle ou une proie, les cobras de mer s'ignorent mutuellement. D'autres reptiles savent même se faire des amis. Les serpents Thamnophis cherchent non seulement à établir des contacts, mais ils choisissent les individus avec lesquels ils se lient. Les scientifiques qui ont étudié leur amitié ont séparé les serpents qui traînaient ensemble et ont eu la surprise de les voir revenir en rampant vers leurs amis. Ils sont retournés auprès de leurs potes et n'ont pas voulu socialiser avec de nouvelles connaissances. Au fait, les scientifiques n'ont aucune idée de ce qui pousse ces serpents à se lier d'amitié. Ça n'a sans doute rien à voir avec la reproduction. Les serpents étudiés n'avaient pas de préférence pour le sexe opposé. Mais d'un autre côté, les serpents amis ont tendance à se regrouper, ce qui les aide à rester au chaud et à se protéger des prédateurs. Bien sûr, tout ça est adorable, mais j'en ai complètement oublié les pieuvres. Leur déguisement est impeccable, mais il se passe quoi si un cobra de mer décide quand même d'attaquer? S'il a passé une mauvaise journée par exemple, ça arrive. C'est difficile à dire, je n'ai pas trouvé de réponse à cette question, mais je suppose que le cobra de mer l'emporterait. Après tout, il est très difficile de survivre à du venin. Sauf quand on est un rat néotoma. En fait, il existe très peu d'animaux qui peuvent survivre aux serpents sans être leurs prédateurs. Parce que les serpents, eh bien, soyons honnêtes, les serpents sont plutôt cool. Tout le monde aimerait être un serpent, même les oiseaux. Certains d'entre eux, comme les mésanges bleus, émettent d'étonnants sifflements pour effrayer les prédateurs. Les scientifiques ont même mené une expérience sur des souris et ont découvert que les mésanges sifflent vraiment comme des serpents.
Les souris ont montré la même anxiété en réponse aux sifflements de serpents et de mésanges, ce qui n'était pas le cas avec d'autres sons. Mais les mésanges sifflent non seulement contre les prédateurs, mais aussi contre les autres oiseaux. Comme c'est généralement le cas dans le règne animal, les oiseaux se disputent constamment les endroits propices à la construction de leur nid. Imaginez que vous ayez trouvé un grand trou où vous pouvez construire un super appartement et qu'un autre oiseau vienne s'y poser. Sifflez-lui dessus! Mais oui, ça marche vraiment. Tout le monde a peur des serpents. Hélas, tout le monde a peur des serpents, sauf les serpents eux-mêmes. Alors, que peuvent faire les petits oiseaux? Ils ont dû inventer d'autres sons. Ça ne les aide pas eux-mêmes contre les serpents, mais ça aide sûrement les autres oiseaux. Lorsqu'ils repèrent un serpent ou quelque chose qui y ressemble, les mésanges de Chine lancent des cris d'alerte bien particuliers. Apparemment, ces sons avertissent les autres animaux dans les parages. Voilà, maintenant vous savez dire serpent dans le langage des oiseaux. À plus!